C'est un métier qui est très sensible et je pense vraiment que quand on met de l'amour dans une pièce, ça se ressent. D'ailleurs, vous pouvez faire le test, hein. Quand vous allez en boutique, vous avez 2 sacs identiques et vous savez pas pourquoi vous êtes attiré sur un sac plutôt que l'autre. Et je suis persuadée que c'est parce qu'on a mis de l'attention, on a mis tout notre amour dans ce métier. Mais c'est un vrai métier d'amour et un métier très sensible. Bienvenue dans Cravate Club, le podcast qui va à la rencontre des passionnés du vestiaire masculin. À travers ces échanges avec mes invités, qu'ils soient des professionnels du domaine ou des érudits, vous découvrirez les secrets, les astuces et les bonnes adresses des hommes les plus élégants. Je tiens à remercier Clémentine from Lepec pour son commentaire sur Apple Podcast. Hello! J'ai adoré l'épisode sur le cuir et les chaussures. J'ai appris plein de choses pour bien m'occuper de mes chaussures. Merci à Jessica et à David pour cet épisode. Merci beaucoup Clémentine d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire. Je suis ravie d'entendre de plus en plus souvent que des femmes écoutent et apprécient Cravate Club. Cela me remplit de joie. Je suis aussi très heureuse quand l'écoute des épisodes vous apporte des idées, vous apprend des choses, vous fait découvrir des univers jusqu'ici inconnus, car c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de créer ce podcast. Partager avec vous et apprendre moi aussi de nouvelles choses sur un domaine qui me passionne. Si vous aussi vous avez envie de vous joindre à Clémentine, vous pouvez regarder sur votre plateforme de podcast quelles sont les possibilités pour laisser des commentaires ou des étoiles. C'est ce qui m'aidera le plus à faire connaître Cravate Club. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui Céline Ritou, qui est enseignante en maroquinerie pour la préparation du CAP dans un lycée professionnel parisien. Céline est passionnée par son métier qu'elle exerce avec beaucoup d'amour et d'entrain. Elle est très généreuse de son savoir-faire, sa pédagogie est pleine de bienveillance et d'encouragement pour ses élèves, qu'elle aborde avec beaucoup de patience. Elle est aussi très ingénieuse et on pourrait la décrire comme la MacGyver de la maroquinerie, tant elle trouve toujours des solutions inattendues à chaque petit blocage ou chaque erreur dans la réalisation des pièces de maroquinerie de ses élèves. Céline a une grande dextérité, une précision du geste qui est admirable et qui crée beaucoup d'effervescence en moi quand je la regarde travailler ou faire des démonstrations. Je suis fascinée et captivée. C'est éblouissant pour moi et je suis emplie de gratitude quand je suis témoin des savoir-faire inestimables de ces personnes dont l'intelligence de la main me galvanise. J'ai eu la chance de croiser quelques personnes dans ma vie qui ont créé chez moi ces émotions fortes quand je les regardais travailler. J'espère que je pourrai vous présenter à travers ce podcast mes autres stars de l'artisanat d'art. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon professeur de l'école des tailleurs, que j'aimerais beaucoup inviter dans le Cravate Club, tant il a marqué ma vie par son incroyable savoir-faire et sa générosité également dans la transmission de son art. Quand on dit des artisans qu'ils ont de l'or dans les mains, ce n'est pas une image, c'est bien la réalité pour moi. Céline est aussi la créatrice d'une marque de cannes gainées de cuir à la main et personnalisable qui s'appelle Oma Canne et dont on parlera vers la fin de l'entretien. Surtout, si vous avez envie de la contacter, n'hésitez pas à passer par moi en m'écrivant à l'adresse jessica@minuci.com. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode qui vous plaira, j'espère, autant qu'à moi et je vous remercie chaleureusement pour vos messages. Surtout, continuez à m'écrire. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Alors bonjour Céline. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue sur mon podcast aujourd'hui. Écoute, c'est avec plaisir, vraiment. Je suis vraiment très contente de t'inviter pour te présenter. En fait, tu es ma prof de maroquinerie. Eh oui. Cette année pour le CAP. Et en fait, j'ai voulu t'inviter déjà parce que je trouve que tu as un parcours assez particulier et intéressant. Et je voulais en fait, que tu nous en parles un petit peu. Est-ce que tu pourrais te présenter juste en quelques mots pour me dire comment tu es arrivée à devenir prof de maroquinerie ? Écoute, c'est vrai que je suis arrivée en tant qu'enseignante de maroquinerie assez sur le tard, puisqu'en fait, c'est vraiment une reconversion que j'ai faite professionnelle. Au début, j'étais directeur artistique en agence de pub. Et puis, il arrive à un moment où on a envie de changer, on a envie de se recentrer sur des choses qu'on aime.
Et c'est vrai que la matière, pas forcément le cuir, mais la matière me plaisait beaucoup. Mais comme j'étais, on va dire, douée de mes mains et je commençais à me dire j'aimerais faire autre chose, je me suis orientée sur la maroquinerie. Alors comme tout le monde au début, quand on arrive sur le métier de la maroquinerie, on pense tout de suite aux belles maisons de chez Hermès, enfin bref, toutes les maisons de luxe, on pense aux sacs. Et voilà, donc moi c'est vraiment dans ce sens-là que je voulais avancer. Je me suis donc dit, je vais me former. Donc, je me suis inscrite, à l'époque, ça s'appelait les Ateliers Grégoire. Et j'ai été formée par des formateurs juste formidables qui m'ont transmis leur amour du métier. Et suite à l'obtention de mon diplôme, on m'a très vite proposé, en fait, d'enseigner ce que j'avais appris, ce qu'on m'avait transmis. Et c'est avec grand plaisir, en fait, que je suis arrivée à transmettre mon savoir. Voilà, mon petit savoir qui grandit au fur et à mesure. En fait, tu dis que tu étais déjà douée de tes mains, mais tu faisais quoi du coup de tes mains avant ? Alors, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé bricoler, j'ai toujours aimé faire plein de choses. Voilà. Et puis, c'est vrai que dans la publicité, je faisais beaucoup de création. Mais c'était plus de la création, papier, film publicitaire, etc. Mais à côté, j'ai toujours fait un petit peu de bricolage. Et puis, j'aimais aussi surtout faire des faire-part pour les copines. Et pendant un temps, d'ailleurs, j'avais une petite boîte qui s'appelait Mademoiselle Cocotte où je faisais du faire-part pour les gens. Et le concept, c'était je crée vos faire-part sur mesure et je le fais à la main comme si c'est vous qui l'aviez fait. Tu travaillais avec j'imagine, des petits cutters, donc c'est pour ça que ça ressemble un peu finalement au travail du cuir. C'était très minutieux, ouais. Très minutieux, et c'est vrai que j'avais beaucoup de plaisir aussi à voir les gens et les personnes qui recevaient ces faire-part, avoir les yeux qui pétillent dès qu'ils ouvraient leur faire-part. Donc c'était une vraie satisfaction. Et en fait, du coup, quand on t'a proposé d'enseigner, tu as fait une formation chez Hermès ? Oui, c'est vrai. En fait, la formation est arrivée beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Oui, parce qu'en fait, on m'a proposé, les personnes qui m'ont formée à l'abbé Grégoire m'ont appelée 2 ans après, donc j'étais enseignante, ils m'ont appelée pour que je les rejoigne à former en fait les élèves et puis les adultes aussi pour devenir maroquinier, puisque moi, mon cœur de métier, c'est vraiment maroquinier plus que sellier. Et apparemment, bon, comme je travaillais bien, ils étaient contents. Ils m'ont fait une formation, entre guillemets, Hermès, qui était intégrée à la fabrique, parce que maintenant, ça s'appelle la fabrique, ça s'appelle plus les Ateliers Grégoire. Et donc, ils m'ont formée, ils m'ont fait cette formation Hermès pour justement que je retravaille ma sellerie, pour que j'apprenne quelques techniques de chez Hermès. La sellerie, en fait, c'est quand on travaille le cuir... à l'aiguille. Oui, c'est ça. En fait, la différence de la sellerie et de la maroquinerie, la sellerie, c'est de la couture à la main. Et la maroquinerie, c'est tout ce qui est piqué machine. Voilà, c'est ça la différence. Donc, c'est pas la sellerie pour le selle de cheval. Hein. Le selle de cheval, c'est bourrelier. Mais finalement, dans la sellerie, on peut tout faire. Il y a des sacs, il y a aussi de la petite maroquinerie. Oui. Ou c'est... Ouais, okay. Oui, on fait aussi bien de la petite maroquinerie que du sac. Tout à fait. Oui, on peut faire aussi des ceintures. La couture main, en fait, l'avantage en plus de la couture main, c'est que le point, ce qu'on appelle le point sellier, c'est un point justement qui vient de la technique de la couture à la main sur les selles. C'est-à-dire que c'est un point qui est extrêmement solide. C'est-à-dire que si on coupe le fil sur une couture main, le point ne bougera pas. Ce qui est différent sur un piqué machine où effectivement le point peut se défiler tout le long si on... En fait, c'est comme s'il y avait un point d'arrêt à chaque point. Tout à fait, ouais. Ok. Et à ton avis, qu'est-ce qui t'a donné le goût de l'artisanat et des belles choses, du travail de la matière et tout ça ? Alors, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où ils m'ont fait découvrir beaucoup de belles choses. On allait souvent voir des expositions où je découvrais beaucoup avec mes parents, et c'est vrai que voir des belles choses pour les yeux, c'est toujours magnifique. Et même si au début, je me rendais pas vraiment compte, ça a forgé en fait mon apprentissage du beau. Et la matière, c'est arrivé aussi quand j'ai été formée pour être
travaillé dans la communication. J'étais à l'école du Perret à Paris. Et j'ai eu la chance aussi de toucher à des techniques, à des matières, etc. Et c'est vrai que là, ça a commencé à développer ma sensibilité aux matières. Pas Et forcément. c'était quoi ta formation à Duperré? Alors, j'ai fait une formation de communication. Communication. Oui, okay. Mais juste avant, on fait ce qu'on appelle une sorte de mise à niveau ou de prépa. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on touche un peu à tout. Et c'est super agréable puisqu'en fait, on découvre plein de choses. Et je pense aussi que le fait d'avoir commencé à toucher à plein de choses, ça permet aussi dans mon métier actuel à pas m'arrêter seulement sur la matière du cuir, mais essayer de mixer, de trouver des choses, voilà. Ouais, je suis d'accord parce qu'en fait, moi aussi, en tant que... au départ, j'étais plus dans la couture, après tailleur pour hommes, et puis j'ai bifurqué un peu dans la broderie, et maintenant le cuir. Et en fait, je me rends compte qu'on peut relier toutes les techniques et parfois trouver des nouvelles idées de techniques en fonction d'une autre discipline, en fait. Oui, tout à fait. Je trouve ça même très enrichissant de pouvoir mélanger ces techniques. Je pensais justement... un ami qui est sellier, qui s'appelle Serge Amoruso, qui est à Paris, qui fait des sacs juste magnifiques et grandioses et qui travaille justement différentes techniques et de matières. C'est-à-dire que je l'ai même vu travailler de l'os de mammouth dans ses sacs. Il est hyper imaginatif, j'adore son métier, il travaille beaucoup avec l'Asie, il est peut-être même plus connu que Hermès là-bas, tellement il s'appelle comment? Serge Amoruso. D'accord. Voilà, et il est sellier sur... Je renoterai son nom. Parce que oui, c'est vraiment à voir, vraiment. D'accord. Et il fait quoi avec des os de mammouth? Alors, ça peut être des fermoirs, ça peut être des tas de choses. Il travaille aussi beaucoup le galucha, il travaille des pots magnifiques. Il a une super tannerie avec qui il travaille, donc il peut travailler sur les couleurs, sur les tannages. Voilà, il fait des pièces uniques, enfin pas uniques, mais des pièces très travaillées. C'est vraiment des belles pièces. Disons que quand on va chez lui pour acheter un sac, on se rencontre, on travaille avec lui, on réfléchit. Voilà, c'est vraiment un sac qui est fait avec amour et vraiment... il fait des sacs sur mesure ou... Il peut faire des sacs sur mesure, mais il ne fait pas que des sacs. Il fait aussi, j'ai vu qu'il avait fait des valises aussi. Il travaille avec du carbone, il travaille alors il réfléchit aux roues, il prend des roues de skate. Enfin, il est très, très imaginatif. Ouais. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le travail du cuir? Alors, moi, ce que j'aime, déjà de savoir que c'était une matière qui était vivante et qui est toujours vivante. C'est ce respect qu'on doit avoir avec cette matière. Avoir ce respect, c'est important parce que ça oblige d'avoir un respect dans son travail. On ne peut pas se permettre de prendre une peau, couper dedans et dire « Ah non, ça ne me plaît pas, je jette ». Ce n'est pas possible. C'est vraiment un travail respectueux. Et ce rapport qu'on a avec la matière, je trouve ça important et j'aime beaucoup. Et justement, il me semble que tu nous expliquais qu'en fait, les animaux dont on utilise les peaux pour le cuir, à la base, ils sont abattus pour être mangés. Oui, tout à fait. Sauf pour des peaux exotiques. Oui. Mais les peaux qu'on utilise sont passées à l'abattoir, on les récupère. Il y a des grandes maisons qui ont leur propre cheptel, qui élèvent leurs propres bêtes, effectivement, pour avoir une qualité de peau exceptionnelle, pour éviter qu'elles soient abîmées, etc. Donc, voilà, mais sinon, les peaux sont toujours... les animaux sont mangés. On n'élève pas, par exemple, on n'élève pas une vache juste pour sa peau. Oui. Et par contre, oui, les crocodiles, ils sont élevés... Oui, en fait, ils sont élevés dans des bassins très spécifiques, puisqu'ils sont, par exemple, ils sont recouverts d'une sorte de résine plastique pour justement ne pas abîmer les peaux des crocodiles, puisqu'on ne va pas aller tuer un crocodile sauvage qui serait battu, qui se serait mordu, abîmé. Donc c'est vraiment dans un élevage bien spécifique. Et donc le parcours en fait des peaux, ça se passe comment à peu près? Enfin, si tu voulais résumer le parcours, alors est-ce qu'il y a vraiment une traçabilité réelle de l'animal à chaque fois ou... Alors une traçabilité,
je vais pas dire de bêtises, je sais pas vraiment, mais je sais que pour des peaux exotiques il y a des peaux qui sont protégées, donc ils ont une sorte de passeport. On peut pas acheter des peaux comme ça de l'étranger, les ramener. Ils ont vraiment des passeports. Ils ont une sorte de bague. Pour tout ce qui est vaches, cochons, moutons, etc. Je ne pense pas qu'il y ait des traçabilités. Ah d'accord. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Mais pour les grandes maisons Pour les grandes maisons, ils ont leur propre cheptel. Donc je pense que eux, ça doit être tracé. Et donc, une fois que l'animal est abattu, on prend la peau et on l'envoie dans une tannerie. Oui, voilà. Ça. Alors en fait, les tanneurs sélectionnent leur peau à l'abattage pour avoir à peu près la même qualité de peau, la même densité, parce qu'une peau, c'est particulier. Et quand il arrive chez le tanneur, c'est vrai qu'ils essayent de traiter les peaux de telle manière à ce qu'ils aient une cohérence pour pouvoir faire, par exemple, avoir plusieurs pièces dans plusieurs peaux. Et quand ça arrive chez le tanneur... Mais ça, ils le voient dès le départ Oui, enfin, généralement, ils achètent en fonction du format, ils achètent en fonction de la qualité, en fonction de si la peau n'est pas abîmée, voilà, il y a plusieurs choses, plusieurs critères qui font qu'ils achètent par lot. Et quand ils arrivent au tannage, enfin au tanneur, elles sont traitées, pour qu'elles deviennent imputricibles, puisqu'à l'origine, les peaux, elles pourrissent si on ne les traite pas. C'est là où on va commencer à travailler la peau. Il faut savoir que c'est un cheminement très très long. C'est aussi pour ça que les peaux sont chères. C'est parce qu'il y a tout un processus qui fait que ça coûte de l'argent et puis ça prend du temps. Et en fonction des tannages, si c'est un tannage naturel, chimique, minéral, ça aussi, ça rentre dans le coût. Et du coup, qu'est-ce que c'est vraiment une belle peau? Donc, tu disais, le critère, c'est que l'animal, il s'est pas vraiment battu, ou voilà. il est en bonne santé, j'imagine. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres pas stressés? Mais après, il y a tout le travail du tannage de la peau aussi qui rentre dedans. Voilà, il y a la qualité des produits tannants, il y a aussi... alors, je sais que maintenant, ils essaient énormément de faire attention aux produits parce que, par exemple, ils ont des tannages au chrome et le chrome, c'est extrêmement toxique. Donc, ils font aussi attention à ce qu'ils au dosage, tu veux dire au dosage, et puis ils utilisent aussi ce qu'ils appellent des tannants mixtes, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser un tannage végétal et un tannage chimique en même temps pour pouvoir stabiliser en fait les produits tannants. D'accord. Oui, j'avais entendu que le chrome, ça pouvait donner des allergies à certaines personnes. Oui. Il y a des personnes qui sont extrêmement allergiques. Mais après, de mémoire, alors je ne suis pas spécialisée dans le chrome, mais je sais qu'il y a des chromes qui sont plus allergisants que d'autres. Alors je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais voilà. Mais sinon, on reconnaît souvent un cuir qui a été tanné au chrome, parce que quand on regarde sur la tranche, il y a une sorte de ligne blanche, et ça prouve que ça a été tanné au chrome. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais tannage. Les tannages au chrome sont excellents, c'est des tannages qui sont très résistants, qui ne bougent pas, donc c'est quand même la majorité, les tannages au chrome, encore aujourd'hui. Oui. Et est-ce que, donc du coup, à part ce qu'on nous dit du produit, on peut savoir si le tannage a été bien fait ou pas en le voyant visuellement? Oui, on peut le voir visuellement, puis au toucher aussi. Ça dépend ce qu'on met comme couche de vernis par au-dessus, voir si la peau elle a été, en fait la peau est composée de différentes couches. On a la fleur qui est le dessus de la peau et la chair qui est le dessous de la peau. Et si la peau, la fleur n'est pas trop travaillée, brossée, etc., c'est que vraiment la peau est de très bonne qualité. Et là, pour le coup, on a vraiment ce qu'on appelle quasiment une pleine fleur. Après, quand on commence à frotter les peaux, c'est vrai qu'on peut commencer à atteindre une peau de moins bonne qualité. Voilà. Il y en a aussi ce qu'on appelle des croûtes, mais là, pour le coup, on n'a plus que la chair. Et la chair, c'est vraiment pas de bonne qualité, du coup, ça n'a pas de maintien. Et la chair, ça a l'air un peu... il y a comme des petits poils, des petits trucs qui... Ah, c'est les fibres, oui. Ça, c'est la... Oui, ça, c'est la chair. Ouais. Ouais. En fait, on a vraiment le dessus de la peau qui est la fleur. En fait, c'est comme notre peau. En fait, c'est le dessus et l'intérieur, c'est la chair. Voilà, c'est comme ça qu'on peut se rendre compte. Ah, et du coup, ça a été trop abîmé. Et du coup, on arrive en fait, ils travaillent la fleur au fur et à mesure qu'ils avancent si la fleur est abîmée. Voilà.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Parce qu'en fait, les peaux peuvent être abîmées par plein de choses. Ça peut être abîmé par des insectes, ça peut être abîmé par les barbelés, comme on disait tout à l'heure, mais ça peut être aussi en fonction ça peut être aussi les urines, etc., qui brûlent les peaux. Donc, les peaux peuvent vraiment être abîmées. Après, il y a des animaux qui sont très bien élevés, bien travaillés, et qui fait qu'on a une belle peau. Ok. Et il y a aussi des endroits en fonction des endroits de la peau qui sont plus ou moins jolis et utilisables en maroquinerie. Oui. Alors en fait, tout ce qui est sur le dessus, en fait, pour faire simple, tout ce qui est dos, etc., ce sont des belles parties. Quand on arrive sur les côtés des articulations, du cou, des épaules, de la queue, on évite de travailler sur ce genre de peau parce que justement, on a des plis. Voilà, on a les plis, puis on a une élasticité différente, une densité différente. Et moi, je voulais savoir pourquoi parfois certains cuirs sentent très fort et d'autres non. C'est le tannage Oui, c'est dû au tannage, oui, et aux produits tannants qu'ils utilisent. Et donc, est-ce que c'est un signe de mauvaise qualité quand ça sent fort ou pas forcément ? Non, pas forcément. Non. Ça dépend vraiment du produit qu'ils utilisent. Après, il y a des pays qui utilisent des techniques moins orthodoxes, on va dire, qui sentent très très fort, qui sentent pas très bon. Et c'est dû à quoi ? Ils utilisent quelle technique ? Mais parce qu'il y a plein de sortes plein de façons de tanner une peau pour les rendre imputricibles. Et c'est vrai qu'il y en a, ça sent plus fort que d'autres. Disons ça peut choquer, mais il y en a qui, surtout dans les pays du Maghreb, j'ose pas dire des bêtises, mais je sais que souvent ça a été utilisé. Ils utilisaient des urines d'animaux pour tanner en fait et pour fixer les peaux. Ah, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des moments ça sent très très fort. J'aurais appris quelque chose. Voilà. Et toi, c'est quoi tes cuirs préférés Alors moi j'aime beaucoup. Alors il y a un cuir en particulier que j'aime beaucoup, c'est ce qui s'appelle le veau gras. Et c'est un cuir pleine fleur avec un tannage végétal, mais qui est extrêmement, extrêmement fragile parce qu'il marque. Ouais. C'est-à-dire que la moindre griffure, la moindre goutte de pluie dessus, ça marque. Mais j'aime aussi ce cuir parce qu'il vieillit. Et il vieillit bien et on sent qu'il bouge, qu'il vit avec notre façon de vivre aussi. Voilà. Et justement, le tannage végétal, est-ce que tu peux expliquer à peu près ce que ça veut dire ? Parce que je sais que c'est pas... parfois, il y a un quiproquo, quelque chose qu'on n'a pas bien compris sur le tannage végétal, que c'est pas ça reste un animal, mais le tannage est utilisé avec des produits végétaux. Voilà, en fait, le tannage, ça remonte à très longtemps. En fait, ça remonte au temps de la préhistoire où quand les hommes allaient chasser, ils dépeçaient leurs bêtes, etc. Et ils se sont aperçus en fait qu'en laissant des peaux au pied des arbres ou en laissant les peaux dans du sable, elles se conservaient, qu'elles devenaient plus imputricibles. Et donc les arbres donc ce sera plus sur du tannage végétal et par exemple le sable c'est plus du minéral. Voilà. Alors quand on dit c'est un tannage végétal, c'est parce que ça a été tanné dans des bains avec des écorces, avec des feuilles, etc. Donc là on sera plus sur un tannage végétal. C'est un tannage qui dure plus longtemps dans des bains. En fait, on trempe les peaux dans des bains, donc ça dure plus longtemps et c'est pour ça que ça prend plus de temps. Et après, on a tout ce qui est minéral et puis on a tout ce qui est chimique où c'est beaucoup plus rapide. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, on utilise plus le chrome parce que c'est une technique de tannage qui est plus rapide. D'accord. Voilà. Et donc, le tannage végétal, comme c'est plus long, est-ce que les peaux reviennent au final plus chères aussi Oui, c'est plus long et puis c'est plus laborieux comme tannage. Après, moi, je ne suis pas spécialisée dans tout ce qui est tannage, mais c'est vrai qu'il y a moins de fabricants de peaux qui utilisent un tannage végétal. Mais c'est aussi pour ça que ça coûte cher. C'est aussi pour ça que ça coûte cher. Et les cuirs, les animaux dont on peut utiliser la peau en maroquinerie, est-ce qu'on peut les lister ? Globalement, il y a la vache, il y a le cochon. Oui, en fait...
On va dire que toute peau peut être tannée. Alors ça peut aller de la vache, du buffle, du mouton, du cochon, du cerf. On a de l'hippopotame, C'est même vrai? si c'est interdit, l'éléphant, etc. Mais j'ai déjà vu une peau d'hippopotame parce que Ah oui, c'est oui, vrai? oui, mais c'est magnifique. Après, quand c'est tanné, que c'est bien tanné, ça peut être aussi souple à travailler, c'est magnifique. Après, il y a le cheval, hein. On a le poisson Mmh. aussi, on a de la truite, du saumon, on a du galuchat qui fait partie de la famille des requins, qui est une raie. On a aussi, j'ai vu des pattes de poulet et c'est tanné, c'est impressionnant. Ah, c'est vrai? Oui, j'en ai Mmh. vu pour faire des bracelets de montre et c'est chouette. En fait, C'est marrant. les peaux peuvent être vraiment tannées. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, J'ai le vu du croco, le python. crapaud, Ah voilà, le python, mais tout ce qui est reptile aussi. Oui, oui, bah après, il y a les peaux de lapin, mais ces peaux de lapin, c'est plus sur de la fourrure. Donc, oui. c'est moins maroquinerie. Ah d'accord et du coup, bah, je sais que, ben, en ce moment, ça revient à la mode, du python, Oui, sur pas mal de sacs et comment on fait la différence entre du vrai python et du python, tu sais, en gaufré. impression gaufré, ouais? Hmm. Parce qu'en fait, il y a des machines qui font des impressions sur le cuir qui donnent Oui, l'impression que c'est du croco ou autre chose tout ou à du fait. En fait, python. ça s'appelle des cuirs gaufrés. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fin de toute la préparation du cuir, du tannage, etc., on va les mettre comme une sorte de gaufrier et on va gaufrer les peaux. C'est pour ça qu'on a des peaux qui ressemblent à de la peau de croco ou de la peau de lézard ou de python, etc. Après, pour faire la différence, parce que c'est vrai que maintenant les techniques sont tellement bien faites et tellement belles qu'on peut par moments se faire avoir. Après, pour ce qui est du python, la différence, c'est assez simple en fait. Une vraie peau de python, généralement, c'est ce qu'on récupère à la mue, c'est quand le python en fait se sépare de sa peau. On le voit tout de suite quand les écailles en fait se soulèvent. Mmh. Ce qui n'est pas le cas quand on le gaufre. Et là, c'est D'accord. c'est vraiment la différence. Après, avoir un sac en python, c'est extrêmement fragile puisque en fait les écailles s'accrochent au fur et à mesure. Donc quand on utilise un sac en python, alors les ceintures n'en parlons pas, c'est même pas la peine d'y penser. Il faut faire attention au sens d'écailles, voilà, pour pas s'accrocher. Oui et le croco, ça tient bien la Alors peau de le croco, crocodile? oui, alors le croco, ça dépend comment il est tanné. Maintenant, ils ont des techniques de tannage qui font que les peaux de croco sont vraiment très très souples, hein. Et puis j'ai vu des magnifiques peaux de croco en mat, en brillant. Enfin, c'est juste magnifique. Euh, donc la peau de croco, que ce soit un vrai croco ou même les cuirs gaufrés croco, il y en a des juste sublimes. Et alors, maintenant, on va parler un petit peu, si tu es d'accord, des accessoires finis, des sacs, Oui. des portefeuilles, des pochettes. Et je voulais savoir à quoi on peut reconnaître vraiment, sans se tromper, une belle pièce. Alors, sans se tromper, déjà, je dirais une belle pièce, c'est déjà une pièce qu'on aime. Voilà. Si déjà on est attiré si on part sur un sac, si on est attiré vers un sac, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça dégage quelque chose. Après, quand on parle de belles pièces, déjà il y a des grandes maisons qui font des très très beaux sacs. Moi j'ai des préférences sur des sacs cousus main. Comme des grandes maisons, comme chez Hermès, mais comme je vous parlais aussi de Serge Amoruso, parce qu'il n'y a pas que des grandes maisons qui produisent que des belles pièces. J'ai d'autres personnes comme Célia Granger qui a une boutique qui est du côté de la rue de Sèvres, qui fait des sacs juste magnifiques avec une main mais magnifique. Et là on le sent. Déjà, on le voit par le cuir, par la qualité du cuir. Je conseillerais même plus, quand vous arrivez sur un sac, de vous orienter plus sur du cuir. Parce que c'est vrai que par moment, on peut avoir des sacs en simili, qui font maintenant des magnifiques simili. Mais c'est vrai qu'en durée de temps, déjà, ça ne tiendra pas aussi bien que du cuir. Après, je dirais sur les finitions. C'est très, très important, les finitions. Observer les coutures, observer les piqûres.
l'intérieur du sac. Si vous avez la possibilité aussi de le faire, c'est de prendre, je sais pas, votre portefeuille ou votre téléphone et le mettre dans le sac, déjà voir si déjà ça se déforme pas, si ça a de la tenue. Regardez la bijouterie. Alors, tout ce que j'appelle bijouterie, c'est les fermoirs, les fermetures à glissière, les petits clous, voilà, tout ce qui est accessoire autour du sac, c'est aussi important. Après, ce qui différencie un très beau sac d'un sac entre guillemets standard, je pense que c'est vraiment les finitions. Et les finitions en maroquinerie, donc ça va être les coutures parfois à la main, mais parfois on peut quand même trouver de la très belle maroquinerie qui est piquée à la machine. Oui, tout à fait. Mais donc les finitions, c'est aussi beaucoup les teintures des tranches. Tout à fait. Parfois, c'est une finition qui est même pas faite sur certains. Alors ça, certains sacs ou certaines petites maroquineries. Alors ça me met vraiment en colère parce que j'ai plus l'impression, surtout maintenant, que c'est un métier qui commence à être galvaudé. C'est-à-dire que je vois des sacs qui arrivent sur le marché qui coûtent une fortune. Et quand je vois les finitions, alors moi, ça me choque d'autant plus et je pense que les personnes que je forme commencent à être aussi sensibilisées à ce genre de choses. C'est qu'on voit des choses, comme par exemple, tu parlais des teintures de tranches, qui est quand même une finition où on teinte ces tranches, ça lui donne au-delà du côté esthétique, mais ça lui donne un côté fini, ça permet aussi de protéger la tranche, ça lui permet d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue. On voit arriver sur le marché des sacs. Alors, je fais un sac, je coupe, voilà, je vends. Il n'y a aucun asticage, c'est-à-dire un asticage, c'est des teintures de tranches. Les coutures, n'en parlons même pas. J'ai vu récemment un sac en boutique qui coûte une fortune. Quand je vois la qualité de la couture, mais je trouve ça honteux. Mais comment quelqu'un qui connaît pas, par exemple, pourra savoir que la qualité de la couture, elle est justement pas acceptable? À quoi on le voit? Alors, c'est simple, si c'est une couture main, généralement les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur les coutures main, on voit sur le dos de la couture que le point n'est pas droit. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, il n'est pas régulier. Après, j'ai fait le test avec mon mari. Une fois, je suis allée en boutique et je lui dis, alors regarde et puis dis-moi ce que tu aimes, etc. Et c'est vrai qu'avec son œil novice, il dit celui-là, je le trouve beau, voilà, je le trouve joli, je me verrais bien porter un sac comme ça. Je vais voir le sac, les finitions étaient ni fait ni à faire. Voilà, c'est triste. Voilà, c'est triste. Mais après, je me dis, mais s'il lui plaît, s'il se sent bien avec, s'il se voit porter ce sac, pourquoi pas? De toute façon, c'est le plaisir que ça va lui procurer. Voilà, c'est surtout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a ça qui est important aussi. Mais je trouve que ça vaut le coup, par exemple, quand on achète quelque chose, d'être conscient que les finitions, c'est pas génial, mais je l'aime quand même. Donc voilà. Mais je trouve que le fait de pouvoir juger justement de la qualité du travail qui a été fait, c'est quand même pas mal. Ça m'attriste de voir, par exemple, quand on voit un beau sac, un Kelly. Moi, j'invite surtout les gens à aller voir. Maintenant, ça se fait beaucoup des vidéos sur les ateliers, les fabrications. C'est important d'aller voir comment ça se fabrique. Oui. Parce que quand on voit le travail qu'il y a derrière, c'est vrai que ça justifie un prix. Et justement, un Kelly, c'est un sac Hermès, oui. un sac mythique. Et ce sac, à peu près, à ton avis, il demande à peu près combien d'heures de travail dans un atelier? Alors, il faut savoir que chez Hermès, ils font leur sac du début jusqu'à la fin. Mm-hmm. Et en moyenne, un Kelly, on met entre 16 heures et 20 heures pour monter un sac. Voilà. Oui, donc c'est quand même ça demande un gros travail, oui. Plus le savoir-faire des gens qui travaillent dessus. Tout à fait. La peau. Les personnes qui travaillent dessus, alors quand on a des apprentis qui arrivent chez Hermès, avant de les mettre sur des chaînes de montage, enfin leur fabrication de sacs, il faut savoir qu'ils pratiquent énormément. Par exemple, ne serait-ce que pour valider une poignée, il faut qu'ils en fassent au moins 15 avant de valider une poignée. Et on ne les met pas monter un sac avant de valider quoi que ce soit. Et les personnes qui montent les sacs, si jamais ils ont une faiblesse sur un sac, ils retournent en apprentissage jusqu'à temps qu'ils savent faire leur sac. Et il y a combien de personnes à peu près qui travaillent sur la chaîne de montage d'un sac? Sur le sac lui-même,
Normalement, il y a une personne qui monte un sac. D'accord. Chez Hermès, parce Oui, que c'est dans tout. d'autres ateliers, c'est pas comme ça. Mais c'est spécifique à Hermès. Après, il y a tout le travail de la coupe, il y a tout le travail, il y a tout un travail avant, en Oui, amont, qui est le fait. travail de préparation en Oui, fait des différents oui, pièces, des différents morceaux, oui. c'est une personne et ensuite le Oui. montage c'est une personne. Oui, en fait, en atelier, on a tout ce qui est coupe, on a ce qu'on appelle les mécaniciennes qui sont sur les machines, on a les personnes qui font tout ce qui est en collage, il y a des personnes qui vont monter la bijouterie, il y a des personnes qui vont faire des poignées, qui vont faire les parages, c'est-à-dire qui vont Affiner. affiner les cuirs. Voilà, dans les ateliers, après, on a des postes bien spécifiques. Mais je parle d'Hermès parce que c'est vrai que j'ai formé des élèves aussi pour Hermès. Ils travaillent vraiment sur leur sac en particulier. Mais alors du coup ils font sur leur sac les parages, les Oui, tranches, ils les font tout. encollages, ils font tout. Oui. Ah, Ils font c'est les génial. astiquages, ils font les poignées, ils font les enchapes, ils font tout. D'accord. Et c'est vrai que tu dis souvent que ça se sent quand la personne a mis son cœur dans son travail. Ah oui, Donc c'est pour ça qu'on peut trouver deux sacs Kelly, on va être attiré plus par un que par l'autre, c'est vrai. en fonction de ce que la personne a un peu mis d'elle-même dedans. Tout je à pense. fait. C'est un métier qui est très sensible. Et je pense vraiment que quand on met de l'amour dans une pièce, ça se ressent. D'ailleurs, vous pouvez faire le test. Quand vous allez en boutique, vous avez 2 sacs identiques et vous ne savez pas pourquoi vous êtes attiré sur un sac plutôt que l'autre. Et je suis persuadée que c'est parce qu'on a mis de l'attention, on a mis tout notre amour dans ce métier. Mais c'est un vrai métier d'amour et un métier très sensible. Je pense qu'il faut, pour exercer ce métier, il faut avoir beaucoup de sensibilité. Mais j'ai l'impression un peu comme tous les métiers d'artisanat, Tout à fait. finalement, je trouve que ça demande... il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour le faire, quoi. Oui, oui, oui. Parce que si c'est pour faire à la chaîne comme ça les choses, on met une machine et puis voilà. C'est pour ça que les métiers, que ce soit tailleur ou de la chaussure ou de la broderie, si on met pas de l'amour dans ce qu'on fait, on a un résultat qui est pas satisfaisant. Pour toi, un sac pour homme, quel est le sac idéal pour un homme? Alors, c'est très personnel comme question parce que je ne suis pas un homme, mais ce que je pense idéal pour un homme, en fait, je pense que ça va être comme pour une femme, on achète son sac en fonction de son besoin. Et on n'achètera pas un sac pour aller travailler comme un sac pour sortir entre copains ou un sac pour sortir tout court. Et il faut vraiment adapter en fait son sac en fonction de ce qu'on veut mettre dedans. Et puis, en fonction aussi de son gabarit, je pense. C'est pour ça que quand on choisit un sac, ce qui est important, c'est si on a la possibilité de le remplir d'objets qu'on met généralement dans son sac, déjà pour voir la tenue, voir comment on se sent avec, le porter aussi bien en bandoulière, à l'épaule, sous le bras ou à la main, et se voir en plein pied, sur un miroir plein pied pour voir l'ensemble en fait. Parce que ça devient, c'est un accessoire, hein, mais c'est un accessoire qui peut apporter une touche bien personnelle, puisque c'est vraiment, on choisit son sac en fonction de sa personnalité aussi. Le sac que tu as, c'est pas le même que le mien, parce qu'on a chacun notre personnalité. Et quand on voit une personne avec un sac, on peut, entre guillemets, connaître un peu son style, puisque ça c'est le miroir, en fait, de soi-même. Et c'est vrai que ce sac, comme j'expliquais tout à l'heure, on a un rapport très particulier parce qu'on lui confie aussi sa vie. On lui confie ses clés, on lui confie son argent, son téléphone, où on a toute notre vie. On lui confie aussi nos dossiers, notre ordinateur. Donc, c'est vraiment un contrat de confiance qu'on a avec cet objet. Mais pour les hommes, actuellement, il y a beaucoup moins de choix, évidemment, que pour la femme. Et par exemple, quand on doit choisir un sac pour y mettre son ordinateur et ses affaires pour travailler, est-ce que tu as quelque chose à conseiller, un modèle en particulier? Alors, je suis moins spécialisée sur la bagagerie pour hommes, mais je dirais que ce qui serait pas mal, j'ai découvert ça, une petite start-up qui a monté une entreprise de sacs, qui a créé en fait un truc très intelligent. En fait, c'est comme une bagagerie de 48 heures.
C'est-à-dire un petit bagage pour partir en week-end, et qui est modulable. En fait, on peut rajouter des poches qui sont zippées. Donc, on peut soit l'affiner, mettre son ordinateur. On veut partir en week-end, on rajoute des poches. On veut aller en sortie, hop, on retire. Et je trouve que c'est des sacs modulables comme ça, c'est assez pratique. Et les femmes, je m'aperçois qu'elles ont aussi ça. C'est-à-dire qu'elles ont des grands sacs où elles peuvent mettre des tas de choses dedans. Mais quand on regarde bien, à l'intérieur, elles ont des pochettes. Des pochettes qu'on peut transvaser sur d'autres sacs, ou même des petites pochettes de soirée qui sont cachées dans leur grand sac, et hop, le soir, elles sortent leur sac et soit elles le mettent sous le bras ou à la main ou en bandoulière. Et elle s'appelle comment cette start-up ? Je crois que ça s'appelle La main dans le sac de mémoire. La main dans le sac, ok. Oui. Donc, j'irai regarder aussi. Et alors maintenant, je voudrais te poser quelques questions sur l'entretien du cuir. Quelles sont pour toi les meilleures techniques pour entretenir ces objets en cuir, que ce soit les portefeuilles, les sacs, même les blousons ? Déjà, en prendre soin. Ça, c'est déjà une bonne technique. Il faut savoir que c'est une peau, donc c'est une peau animale, c'est un peu comme notre peau. Donc, il faut savoir qu'une peau qui se dessèche va vite craqueler, s'abîmer. Donc, moi, j'opterais plus, alors peut-être que ça va faire sourire, mais l'entretenir avec du lait pour bébé ou lait pour corps. En même temps, ça va hydrater la peau et ça va la nettoyer. Ça va, quand on a un vieux sac, on peut utiliser par exemple des lingettes bébé et on peut nettoyer ces sacs comme ça. Ça va les dégraisser, ça va les nettoyer. En même temps, ça va les assouplir et ça va les hydrater. Est-ce que ça ne change pas un peu la couleur parfois des cuirs quand bien sûr, il faut tester parce qu'il faut tester avant, puisqu'il y a certains produits tannants sur des couleurs, des pigments qui peuvent être modifiés justement, qui peuvent dégorger entre guillemets avec ce genre de produit. Et les crèmes pour hydrater, donc la Mixa Bébé, c'est bien Ah oui, la Mixa Bébé, ouais. C'est une crème que j'utilise moi-même pour mes cuirs, effectivement, parce qu'elle est bien hydratante. Oui. Et tu mets ça sur une éponge ou sur un petit coton ? Oui, un petit coton, ou sinon un tissu coton de préférence blanc, pas de couleur, pour éviter justement le dégorgement. Et pour faire briller et faire lustrer, j'utilise... vous savez, les chaussettes Banylon, vous voyez ? Oui, et le fait de frotter, en fait, ça le fait briller. Une fois que tu as bien nettoyé, tu frottes avec les bas en nylon. Oui. Et ça marche aussi sur les chaussures. Génial. Mais une fois que c'est craquelé, un cuir, est-ce que c'est foutu ou est-ce qu'on peut un peu récupérer avec la crème ? Oui et non, il faut voir à quel stade c'est arrivé la déchirure. Il faut faire déjà, on peut essayer de réhydrater un cuir, mais une fois que c'est bien craquelé, c'est compliqué de récupérer. Après, il existe des techniques. Alors moi, je suis pas vraiment spécialiste là-dedans, mais je sais qu'il y a des ateliers comme les ateliers Beaumarchais qui se trouvent à Paris, qui font de la réparation de sacs, qui ont des techniques justement pour quand ils ont un jonc, vous savez, c'est le sorte de petits rebords qu'on surpique avec le sac. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, qui peut être usé au fur et à mesure d'être posé. Le jonc, je ne sais pas comment... C'est comme un passepoil. Voilà, c'est un passepoil, voilà, exactement. Ils peuvent être usés, donc je sais qu'eux, ils refabriquent, en fait, ils reconstituent ce jonc, ce passepoil, voilà, avec une sorte de résine, de colle, de cuir. Je sais pas trop, je connais pas très bien leur technique, mais j'ai vu les réalisations, c'est assez propre et c'est assez bluffant. Génial. Et justement, quelles sont les réparations qui sont possibles à faire en maroquinerie ? Est-ce qu'il y a un moment où, comment on sait si vraiment l'objet est en fin de vie ou pas ? Il faut aller dans un atelier peut-être pour demander, ou tu sais toi-même ? Alors, les sacs peuvent être totalement démontés, refait. Après, il faut voir aussi le coût. Le coût. Le coût. Après, sur des très beaux sacs, il y a des ateliers de réparation dans les très grandes maisons, chez Chanel, Dior, etc., qui font des réparations. Bon, après, quand le sac a été mangé, dévoré par un chien, c'est un peu compliqué. C'est déjà arrivé que des personnes apportent des sacs complètement détruits. Il y a des moments où on ne peut plus, en fait... Oui, ou peut-être que tu peux remettre, changer la partie qui a été mangée. Oui, ça dépend. Oui. Ça Par dépend. exemple, si c'est une poignée qui a été... on change la poignée. Oui. Voilà.
Oui. Mais c'est toujours une histoire de coût. Oui. Et à ton avis, entre toutes les maisons, toutes les grandes maisons de maroquinerie, qu'est-ce qui fait la différence à part le style? Est-ce qu'il y a des différences vraiment de technique? J'ai l'impression quand même on dit quand même que Hermès, ils ont la technique la plus aboutie. Oui. Mais à quoi ça se voit, par exemple? Alors déjà, il faut savoir que les personnes qui intègrent les grandes maisons pour travailler, pour fabriquer les sacs, les personnes par exemple pour Chanel ou pour Hermès, ils font en sorte de garder en fait les personnes qu'ils forment puisqu'ils ont des techniques bien particulières pour chaque maison. Après, il faut savoir que Hermès, c'est surtout du cousu main. Donc, c'est fait à la main, les coutures. Tout ce qui est Vuitton, Chanel, etc., c'est plus du piqué machine. Hein. Donc, ce sont des techniques bien, bien différentes. Même s'ils utilisent aussi de la couture main pour les maisons. Et après, bien sûr, il y a des techniques bien particulières pour chaque maison. C'est-à-dire? Et disons que... Il y a des maisons qui restent vraiment dans la tradition, qui travaillent vraiment dans la tradition, et c'est vraiment du Made in France, travaillé du début jusqu'à la fin. Après, il y a d'autres grandes maisons qui travaillent plus forcément sur du Made in France et qui font travailler une partie du sac dans un pays, qui l'amènent, etc. Voilà. Oui, qu'on n'a pas trop, en général, le droit... de divulguer ce genre de disons d'infos. que sur certaines maisons, on paye surtout une étiquette. Oui. Et sur d'autres, on paye vraiment un savoir-faire et une qualité de travail. Voilà. Mais du coup, c'est compliqué pour le consommateur final de savoir où il en est. Quand on a un tel budget à mettre dans un sac, c'est un peu frustrant parfois d'être autant dans le doute, je trouve, sur la fabrication et le respect des... Après, on peut encore se fier aux grandes maisons. Après, il n'y a pas que des grandes maisons. Il y a aussi des artisans magnifiques qui ont des mains magnifiques et qui n'ont rien à envier aux grandes maisons. Mais justement, j'avais envie de t'en parler. On peut tout à fait trouver justement des artisans créateurs qui font du travail aussi qualitatif qu'Hermès, justement. Oui, il y a des artisans. Le plus compliqué pour eux, c'est de se faire connaître puisqu'il y a énormément de monde sur le marché. Après, je connais, moi, des artisans qui travaillent... Qui mettent plus que leur amour dedans, qui ont toute une technique poussée, qui ne mettront pas un sac sur le marché si le moindre point n'est pas réalisé correctement, qui travaillent au plus près de leurs clients, qui sont capables de réaliser des pièces magnifiques. C'est un peu comme s'offrir un grand vin, un grand cru, se faire un vrai plaisir. Voilà, il y a des artisans qui sont là. Et je suis presque attristée qu'ils soient mis moins en lumière que ces grandes maisons. Voilà. Oui, c'est la communication, et oui, le c'est budget la communication. en fait qui suit pas, quoi. Ouais. Ouais. Et pour mettre en lumière justement quelques artisans, est-ce que tu veux donner des noms? Tu as déjà parlé de Serge Amoruso, Célia Granger, qui est une cellière maroquinier qui a une main très très sûre, qui fait des créations magnifiques. Après, alors comme ça, de tête, ça me vient pas tout de suite, mais je pourrais vous donner des références d'artisans, vraiment, que vous pouvez aller voir les yeux fermés, où vous aurez des qualités... Ah oui, moi, je veux bien que tu nous donnes ces informations, et puis je ferai une petite liste. Très bien, mais avec grand plaisir, parce qu'ils méritent vraiment. Ils méritent vraiment. Ok. Et dans ces artisans auxquels tu penses, il y aura des créations pour hommes. Ah oui, tout à fait. Il y aura hommes et femmes. Oui. Ok, génial. Ils travaillent aussi bien pour hommes que pour femmes, oui. Super. Et donc, pour toi, l'intérêt de la couture à la main dans la maroquinerie, est-ce que c'est plus un intérêt juste esthétique ou est-ce qu'il y a un intérêt au niveau de la qualité, de la durabilité que ce soit de la maroquinerie ou de la sellerie? Oui. Non, en fait, je pense les deux techniques sont
pas identique sur la technique, je veux dire, mais le résultat d'un sac piqué machine ou un sac cousu main, c'est vrai qu'un sac cousu main, vu le temps qu'on passe, sera obligatoirement plus cher, ça c'est clair, puisque faire une couture à la main, c'est excessivement long. Le piqué machine, bon, c'est beaucoup plus rapide, mais après, un sac piqué ou cousu, on a des sacs magnifiques. Hein. Après, c'est sûr que sur certaines pièces, on utilisera peut-être plus le piqué machine que du cousu main. Par exemple, quand on fait des sacs en piqué retourné, on va pas faire une couture main voilà, pour un piqué retourné. Oui, en fait, piqué retourné, ça veut dire que ça va être comme sur un vêtement, qu'on va coudre sur l'envers voilà, et ensuite on verra que l'endroit, donc on verra pas la couture. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est pas utile de... C'est sûr qu'une couture à la main, esthétiquement, c'est magnifique. On voit voilà, le geste, on le sent sur une couture à la main, qu'un piqué machine, c'est vrai, c'est extrêmement régulier. Et c'est ça qui fait que les gens aussi, quand ils achètent... Les gens, excusez-moi pour les gens, les personnes qui achètent... Si je dis les gens plusieurs fois. Les personnes qui s'offrent un sac, il faut aussi qu'ils comprennent que c'est pas lisse. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une peau, ça vit, ça a des veines, ça, voilà. Le point aussi, c'est un point qu'on a fait à la main, qu'on a tiré, voilà. Donc, si on veut un sac, nickel, sans un gramme de poussière ou je sais pas quoi, de trait, de quoi que ce soit, voilà, on peut s'acheter un sac en tissu ou d'autres matières, ou même un simili, parce qu'il ne faut pas non plus dénigrer les simili. On a maintenant sur le marché des simili qui sont extrêmement bluffants, magnifiques. Bon, après, le cuir quand même plus résistant dans la durée qu'un simili. Mais les simili, tu penses à quoi, par exemple ? Alors, on a des simili... Je connais pas les fabricants de simili, mais on peut être bluffé par moments sur des matières qui sont travaillées, puisque maintenant on a des techniques qui font qu'on peut incorporer des tas de choses dans la matière. On peut incorporer des fibres, on peut incorporer du tissu, on peut aussi travailler sur des matières végétales. J'ai même vu les cuirs véganes, en fait. Voilà, tout à fait. C'est fait à base de quoi, en général, les cuirs véganes ? Alors, les cuirs véganes, on a de la fibre... alors, je ne suis pas spécialisée dans ce qu'on appelle le cuir vegan. Alors, il y en a qui vont se tirer les cheveux parce qu'on ne considère pas la matière végétale comme un cuir. Comme un cuir, puisque en fait, ils disent cuir, c'est une peau qui a été tannée. Donc voilà, c'est surtout ça. Mais après, on a j'ai vu comment ça s'appelle ? C'est une matière, en fait, qui est faite à partir de généralement je sais pas, j'avais entendu... Alors, on a... de fruits ou oui, on a des fruits, on a... Alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais j'ai vu c'était de l'ananas ou oui, c'est ça, je crois que j'ai déjà entendu parler d'un truc avec de l'ananas. Il y a aussi j'ai vu du raisin. Du raisin, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Du thé, mais là je crois qu'ils ont encore un peu de mal à travailler sur le thé parce que c'est pas assez stabilisé. Et quand tu parles de simili, en fait, tu parles de cuir vegan ou tu parles carrément de plastique ? Oui, c'est du plastique. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est pour ça aussi que ça permet d'avoir une étendue de création justement sur ces simili, parce que on peut avoir une couleur, on peut intégrer des tas de choses à l'intérieur, on peut avoir des résistances, des formes, des gaufrages, des grainages, enfin totalement différents, comme on graine et on gaufre un cuir. Mais c'est vrai qu'on peut être assez bluffé sur les simili. Ok, moi je m'y connais pas tellement en simili, mais c'est vrai que le cuir c'est quand même beaucoup mieux. Oui. Je voulais te demander, donc toi tu as lancé un projet à côté de ton activité qui est de faire des habillages de cannes, en fait, pour les personnes âgées ou les personnes qui ont du mal à se déplacer. Oui, en fait, c'est un projet que j'ai monté avec ma petite sœur qui est pharmacien et qui
qui a constaté, en fait, elle est souvent au contact de personnes qui ont besoin de cannes récurrentes pour tous les jours. Alors, ça peut être des personnes âgées, mais c'est aussi des personnes qui peuvent être jeunes. Il peut y avoir des personnes d'une quarantaine d'années. Elle a une cliente aussi qui a une quarantaine d'années. Et puis j'ai des amis aussi, enfin une amie en particulier qui a un cancer des os, donc qui a besoin de cannes. Et c'est parti aussi de là, où on trouvait des cannes, mais c'était toujours très moche. Oui, Et elle n'avait pas envie de sortir forcément avec ses cannes, parce que ces cannes, c'est un rapport à la maladie, et en plus c'est moche, enfin bref. Donc je lui ai dit, bouge pas. Je vais te gainer des cannes. Et j'ai commencé à gainer des cannes en cuir, à lui mettre des accessoires, à lui mettre des petits nœuds, à lui mettre des petits pompons, etc. Et maintenant, elle est tellement fière de sortir avec ses cannes, c'est devenu un accessoire à part entière. Donc en fait, le rapport que mon ami a avec ses cannes et les clients ont avec leurs cannes a totalement changé, puisqu'ils ont envie de sortir maintenant. Ils n'ont plus honte de sortir avec leurs cannes. Et généralement, c'est génial, je trouve. C'est vraiment super de mettre du beau dans la vie des gens comme ça. Je trouve ça génial. Ben, merci. Et en plus, tu fais tout à la main. Donc, oui. tu couds à la main et ensuite, comment on peut dire, tout à fait. Comme un lassage, en fait, du cuir sur la canne. Tout à fait. En fait, je gaine la canne et donc après, par la suite, je couds en fait à la main. Donc, mais tu colles le cuir ou juste tu le couds en fait? Pour le gainer, en fait, je ne colle pas sur toute la partie. En fait, je colle sur juste les extrémités pour avoir en fait cette souplesse du cuir. Si elle était totalement collée sur la canne, en fait, on sentirait trop une rigidité. Et tu m'avais dit aussi que tu mettais des petits mini pochettes pour mettre la carte bleue, des choses comme ça. Alors oui, ça c'est en fait c'était une demande d'une cliente qui pour avoir plus de facilité à accéder à sa carte ou sa pièce, je lui ai carrément mis une petite pochette sur sa canne. Donc en fait ça évite qu'elle enlève son sac, qu'elle pose sa canne, etc. Et donc elle a une accessibilité plus facile en fait à sa carte. Je trouve ça génial. En fait, c'est vraiment le genre de projet que j'adore. Ça me fait plaisir d'en parler. Et donc, tu as un site internet qui... Alors, pour l'instant, c'est distribué que dans la pharmacie de ma petite sœur, qui se trouve dans le nord de la France, du côté de Lille, à la Madeleine. Et donc, notre petite société s'appelle Oh Ma Canne. Donc, voilà. Et il me semblait que tu m'avais dit qu'on pouvait voir les photos quelque part de tes créations. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Non, tu n'avais pas un site en cours Oui, il faudrait. Voilà. Mais comme tout projet, j'ai toujours beaucoup de projets en cours. Il faut que je le fasse. Pour l'instant, c'est Mais tu pourras me donner des photos et je les mettrai bien sûr, avec en grand ligne. Plaisir. Avec grand plaisir. Okay. Avec grand plaisir. Parce que si jamais ça intéresse quelqu'un, ils peuvent te contacter bien éventuellement. Bien sûr. Et en fait, c'est tout sur mesure. Tu proposes des cuirs que tu as, c'est en fonction stock. C'est en fonction des cuirs que j'ai et puis aussi en fonction de la demande de la personne avec qui je vais travailler sa canne, s'il y a des besoins spécifiques. Donc voilà, puis j'essaye aussi d'adapter en fonction de la personnalité des gens. Ça rapproche un peu au métier que je faisais avant quand je créais des faire-part sur mesure pour les gens. Oui, parce que c'est vrai que j'y pensais pour ma mère qui a des problèmes de genoux et tout, et qui à un moment elle marchait avec une béquille de pharmacie, quoi. Et je trouve que c'est vraiment super. Donc, quand elle aura envie, je te ferai une commande. Avec grand plaisir. Surtout que c'est vrai que le choix, il est tellement restreint dans tout ce qui est canne. Et j'ai une personne qui m'avait commandé une canne et c'est sa fille, en fait, qui me l'a commandée pour sa mère. Et elle me dit, je te remercie beaucoup parce que grâce à ça, ma mère maintenant sort et elle est heureuse d'avoir sa canne, elle est fière, elle la montre à tout le monde. Donc du coup, ça lui a permis aussi de revivre et d'avoir aussi, on va pas aller jusque là, mais de retrouver un lien social avec les autres puisqu'elle osait plus vraiment sortir, elle pouvait plus marcher. Et grâce à cette canne, elle est ressortie. Donc voilà. Mais c'est vrai que je trouve que rajouter de la beauté à un objet, ça peut changer toute la dimension, toutes les pensées qu'on a en fait sur cet objet finalement. Voilà, c'est vraiment oublier ce matériel médical et le voir plus comme un accessoire et se l'approprier vraiment. C'est un peu comme un sac, c'est vraiment se l'approprier. J'ai quelques petites questions à te poser avant de finir l'entretien. Je voulais savoir, pour les personnes qui aimeraient se lancer ou se reconvertir dans la maroquinerie,
Quels sont vraiment les débouchés pour eux ? Ça dépend de leur projet de vie, en fait, ce qu'ils veulent faire. Oui. Disons que si par exemple, ils veulent intégrer une grande maison, de toute façon, pour intégrer les grandes maisons, il faut avoir au moins un CAP. Donc, il existe différentes formations. Il y a des formations pour adultes qui sont payantes, mais après, on peut avoir des subventions qui peuvent aider à payer cette formation. Donc, il y a la Chambre de commerce et il y a Turquetil aussi qui propose des formations pour adultes. Turquetil, c'est un lycée professionnel. Oui, c'est un lycée pro qui se trouve à Paris, dans le 11e. Et il y a aussi les CMA, ce que tu fais, qui forment justement à la maroquinerie. Les CMA, en fait, c'est les cours de la mairie de Paris pour les Parisiens. Tout à fait, tout à fait. Mais du coup, donc tu disais les débouchés. Donc, si on veut travailler dans une maison, dans une grande maison, il faut obligatoirement le CAP. Oui. Et si on a un projet personnel. Alors, je reviens il faut avoir obligatoirement un CAP. On peut aussi démarcher les grandes maisons qui vous forment, mais il faut aussi que vous passiez le CAP. Donc, c'est pour ça que je dis il faut avoir son CAP. Après, quand on a un projet personnel, effectivement, on peut aussi faire ces formations. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre toutes les techniques de base de la maroquinerie. Mais la maroquinerie, c'est magique. Dès que vous avez acquis quelques gestes, déjà, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, c'est ça qui est assez magique en maroquinerie. Et la maroquinerie, c'est comme un sport. Il faut le pratiquer tout le temps. Il faut apprendre le geste. Il faut le travailler. Et puis, au fur et à mesure qu'on apprend et qu'on acquiert tout ce savoir, on réussit, on réalise des belles choses. Et donc, tu disais, il y a des maisons qui recrutent, mais j'imagine qu'il y a des limites d'âge pour les recrutements des jeunes en formation ou... Alors, il n'y a pas forcément des limites d'âge. Moi, je sais que j'ai formé des élèves pour entrer dans des grandes maisons, mais bon, ce sont des adolescents. Après, pour les adultes, il n'y a pas forcément des limites d'âge. C'est surtout, on va dire, la motivation, avoir de la dextérité dans les mains, un minimum de dextérité. De toute façon, vous passez des tests, des entretiens, et ils le voient tout de suite. Si vous êtes motivé, si vraiment vous faites cette formation pour... justement travailler dans leur entreprise, puisque eux, ils vont investir sur vous financièrement. Et une fois qu'on est en poste dans une grande maison, est-ce que il y a des évolutions possibles ? Est-ce que tu penses qu'il y a une carrière à faire dans ces métiers-là ? Oui, il y a une évolution. On peut très bien commencer à une table pour faire le montage, etc. Et puis continuer à évoluer, progresser, passer sur les machines, même passer sur différents postes, même à la coupe, on peut passer... après, pour ce qui est prototypage, le prototypage, c'est ceux qui vont créer les prototypes, etc. C'est plus compliqué parce que ça, pour le coup, il faut avoir un minimum un BTS pour avoir une formation, justement, prototypage. Donc là, pour le coup, c'est plus compliqué. Mais sinon, on peut très bien évoluer dans une boîte... comme je reviens sur Hermès, parce que c'est vrai que je travaillais beaucoup avec eux, mais voilà. Et pour les personnes qui voudraient se lancer en indépendant, toi, tu penses qu'il y a un avenir de l'artisanat comme ça en France, de faire des choses comme ça, vraiment de qualité et comment tu penses que ces métiers-là vont évoluer ? Alors, c'est assez délicat. Après, je pense que les personnes qui veulent se lancer... ce qui est très important après, c'est la communication, ce qu'on revient à dire tout à l'heure. On peut avoir une très bonne main, avoir des magnifiques produits, mais c'est vrai que si on ne communique pas par derrière, c'est très compliqué d'avancer. Oui, c'est surtout ça. Voilà. Après, les ateliers dans Paris, moi je vois il y a de moins en moins de petits ateliers sur Paris où c'est des ateliers boutiques parce que déjà ça commence à devenir très très cher. Et d'ailleurs, on voit tous les ateliers, même moi, les ateliers avec qui je travaille pour placer mes élèves, j'en ai de moins en moins sur Paris et je vais surtout en banlieue. Est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose à faire pour la dernière question que je voulais te poser ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces métiers à perdurer, aider des jeunes créateurs qui font vraiment des belles choses à justement pouvoir rivaliser avec les grandes maisons ?
Et une petite Alors, idée. Déjà, tant que vous mettez de l'amour dans ce que vous faites, déjà c'est très important. Parce que déjà, je pense vraiment que quand on aime ce qu'on fait, on le transmet obligatoirement. Après, pour les aider, il existe des salons. Je pensais à Who's Next ou ce genre de salon. Je sais qu'il existe, alors après, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je sais qu'il existe des agents aussi qui vous aident à développer votre marque. Peut-être s'associer avec des commerciaux. Voilà, tout à fait. Peut-être pas se lancer tout seul en tant qu'artisan, mais j'ai l'impression que le côté commercial, com, etc., Oui. ça joue tellement que ça vaut le coup peut-être d'investir là-dedans. Oui. La communication, de toute façon, reste toujours très importante si on veut se faire connaître, étant donné le monde qu'il peut y avoir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent se reconvertir, faire des choses qui ont plus de sens pour elles, et que, au final, si on n'arrive pas à en vivre, c'est quand même un peu triste, quoi. Oui, c'est vrai. Mais après, moi personnellement, je suis passée par là parce que je me suis reconvertie justement dans le métier de la maroquinerie. Et c'est vrai que moi, je sais que je suis quelqu'un de très volontaire. Je lâche pas les choses, donc je vais jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, mais quand on y arrive, c'est vraiment très, très, très satisfaisant. C'est un vrai plaisir, vraiment. Ok. Merci beaucoup, Céline. C'était super intéressant. De rien, avec grand plaisir. Et puis, tu me donneras les adresses que je pourrais noter pour les personnes qui seraient intéressées. Je ferai une petite liste de tout ce dont tu as parlé. Oui, surtout qu'ils n'hésitent pas à aller voir ces artisans, qu'ils leur posent toutes les questions. Ils se feront un plaisir de leur expliquer leur métier. Parce que le métier de maroquinier ou sellier, le métier de ce métier aussi, transmettre le savoir, ça fait partie de ce métier. Voilà, c'est important. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minutie, MINU2SI, ou par email à jessica@minutie.com. Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.